Bonjour chers auditeurs, je suis heureux de vous retrouver sur ce micro. Vous êtes sur Radio Courtoisie et vous écoutez le journal dominical Lumière de l'Espérance, dirigé aujourd'hui par Dominique Tassot et assisté de Gaël. Le thème de l'émission de ce jour sera l'humanité au risque de l'intelligence artificielle. Nous avons la joie de recevoir pour cette émission Emmanuel Darl, qui est auteur du livre IA, Illusions d'avenir, les dangers de l'intelligence artificielle, édité par Marco Pieter, éditeur. Il s'agit d'une émission en direct et vous pouvez envoyer vos questions ou vos remarques par téléphone au 01 46 51 00 85 ou en envoyant un courriel à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Voilà, donc bonjour Emmanuel Darl, je Bonjour. suis très heureux de vous recevoir à ce micro. Après avoir lu le livre que vous venez de sortir, enfin il y a un an peut-être, hein, une bonne année, mais enfin, disons que c'est un livre que les auditeurs auront l'occasion je dirais, dont ils auront l'occasion de mesurer l'intérêt et l'importance. Et je dois dire que enfin, il est assez rare, ou il est malheureusement trop rare, d'avoir des gens qui savent ce qu'ils écrivent ou qui savent ce qu'ils disent. Et c'est un grand plaisir intellectuel de lire un livre qui est à la fois bien écrit, mais en même temps qui ne ressemble pas à ce qu'on souvent on pourrait appeler du journalisme, c'est-à-dire un livre écrit par quelqu'un qui ne connaît pas vraiment ce dont il parle. Et c'est pour ça, si vous voulez bien, dans une première partie, j'aimerais que nous venions un petit peu aux définitions, de comprendre ce que c'est que cette intelligence artificielle, d'autant que d'après ce que vous dites, enfin, ce n'est pas vraiment de l'intelligence. D'ailleurs, vous utilisez le mot cognition pour distinguer le fonctionnement de la pensée humaine et finalement de la pensée informatique. Et donc ça, vous allez nous en parler plus en détail. Et une chose aussi qui m'a plu dès la mort du livre, c'est une citation de Jean Piaget. Alors Jean Piaget, évidemment, peut-être que pour certains auditeurs, c'est un nom un peu perdu dans les brouillards. Je ne sais pas, Gaël, non, ça vous dit quelque chose? Donc ça a été un grand maître de la psychologie. C'est un Suisse, d'ailleurs. Mais il a une formule qui m'a paru très, très intéressante, et d'autant plus intéressante qu'elle est très antérieure à ce dont nous allons parler. Oui. Mais qui est la suivante: l'intelligence n'est pas ce que l'on sait, c'est ce que l'on fait quand on ne sait pas. Et ça me paraît très juste, hein, et donc je voulais utiliser cette citation de Piaget un peu comme thème général de cette émission. Mais maintenant, donc, il faut que vous nous expliquiez ce que c'est vraiment que l'intelligence artificielle et comment ça marche. Alors d'abord, il convient, je pense, de rappeler que ce qu'on appelle intelligence artificielle de nos jours, en fait, correspond aux systèmes experts qui ont commencé à émerger dès les années 1956, des années 1960. Le terme intelligence artificielle provient en fait de la conférence de Dartmouth College, où Thierry Winograd, qui est en fait l'un des pionniers dans le secteur, ont convenu autour d'un panel d'experts que le terme intelligence artificielle se présenterait en fait pour représenter ce qu'on appelle les systèmes experts et les arbres notamment décisionnels. Parce que au départ, c'est un mot anglais, et justement, Oui. intelligence en anglais, Oui, ça veut dire c'est aussi le renseignement, c'est l'intelligence service, etc. Tout à fait. Alors, est-ce que cette ambiguïté était déjà présente Oui, elle était déjà présente. Moi, je rappelle juste, par exemple, que la DARPA, notamment aux États-Unis, ont contribué à massivement, hein, à travers des flux financiers, de financer le développement de ces systèmes d'experts à travers notamment dans les universités de Stanford et dans bien d'autres. Donc il y a effectivement cette ambiguïté. Alors littéralement en français, c'est vrai qu'on ne s'est pas trop posé de questions et le mot intelligence, du moins, est resté dans le oui, de façon dans commune. la vie de tous les jours. Oui. Oui.
Et alors, comment est-ce que ça fonctionne? D'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un algorithme n'a rien de magique. Un algorithme répond à des tâches. S'il faut programmer un algorithme pour vous faire de la prédiction, par exemple, à H24 de flux, enfin, de météo ou alors en pluviométrie, etc., lui, il va s'attarder justement, il va faire cette tâche. Il va pas aller plus loin. Les systèmes basés sur ce qu'on Si, appelle le si je me machine permets learning. de vous interrompre, je voudrais donner un exemple encore plus basique Oui, pour les auditeurs. C'est ce que j'appelle l'algorithme du Boy Scout. Le Boy Scout doit monter en haut de la montagne. Donc il est au pied de la montagne, il faut qu'il monte en haut. Alors son algorithme, c'est de mettre le pied devant lui là où ça monte. oui, je comprends. Alors, au bout d'un certain temps, si la montagne est une colline, évidemment, au bout d'un certain temps, il finira par arriver en haut. Maintenant, si la montagne est comme un dos de dromadaire, enfin de chameau, Oui, là, il peut se trouver aboutir au mauvais endroit et pas au vrai sommet de la montagne. Mais c'est pour démystifier un petit peu le mot oui, algorithme en disant c'est une instruction oui, qui peut être extrêmement simple. tout à fait. Ce sont en fait, alors c'est une instruction ou une série d'instructions qui répond en fait à une logique. Donc le but, c'est quand on a un problème, en fait, c'est de pouvoir essayer de formaliser une solution sous la forme d'un raisonnement quasi mathématique. Et donc de là, en fait, est née, je pense, la notion d'algorithme, hein, ce qui, en tout cas, c'est ce qui définit un algorithme. Après, appliqué ce qu'on appelle au machine learning, à l'apprentissage machine, le but, c'est de pouvoir nourrir en fait un algorithme, un modèle, avec des données qui sont étiquetées ou non. Ça dépend finalement du problème que l'on tente de résoudre. Et à partir de ce jeu de données, essayer de représenter des caractéristiques qui permettent de prédire de façon probabiliste une sortie. Je prends dans mon livre l'exemple des chiffres manuscrits. Vous avez par exemple un algorithme, vous lui donnez des chiffres manuscrits, voilà, telle forme, le 7 est représenté par telle forme, avec telle étiquette, etc. Le but du modèle, c'est donc de pouvoir prédire de façon efficace, quand je lui donne un chiffre manuscrit, est-ce que ça correspond à un 0, un 1, un 2, etc. Donc il y a plusieurs méthodes pour faire ça. Et aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle, on va dire dite moderne, dans le machine learning moderne, on utilise ce qu'on appelle donc des perceptrons multicouches, c'est-à-dire des méthodes donc basées sur l'apprentissage profond, où là, le but est de représenter à travers des séries de couches qui donc suivent en fait des fonctions des fonctions mathématiques, de pouvoir définir des caractéristiques en s'appuyant sur les caractéristiques des données. Parce que ce que vous appelez des couches, c'est des algorithmes différents qui se superposent. Non, alors le modèle, alors faut bien comprendre, il y a l'algorithme et puis il y a le modèle. Le modèle, c'est finalement comment est-ce qu'on va représenter l'information qui va servir finalement l'algorithme. Un algorithme de deep learning, un algorithme de machine learning, c'est toujours la même chose. On part d'une série de données. Le but, c'est de pouvoir représenter une fonction mathématique optimisée qui permet de pouvoir prédire de façon probabiliste telle ou telle sortie. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails mathématiques parce que je ne vais pas perdre vos auditeurs. Mais c'est toujours probabiliste. Tout à fait. C'est des probabilités qu'on sort à la fin. Et c'est pour ça qu'on peut sortir des absurdités. Exactement. Un petit peu, oui. Exactement. Quand vous avez par exemple des algorithmes de classification d'images, par exemple, vous avez un choix binaire. Est-ce que cela est un chat, oui ou non? Voilà. Un algorithme va vous dire parfois, oui, c'est un chat parce que j'ai reconnu la forme des oreilles, j'ai reconnu telle et telle caractéristique. Et donc, je vais donner une probabilité en face, par exemple, à hauteur de 90%. Pour autant, il arrive parfois que l'algorithme suit une probabilité, arrive
aboutit à une probabilité de, par exemple, de 0,51. Mais comme on estime de façon... Alors ça, c'est par choix de validation, hein, que de façon probabiliste, si vous arrivez à plus de 50%, on va dire à une probabilité de 0,50, voilà, on va dire la réponse est oui. Si vous êtes en dessous, la réponse est non. Et là où vient le problème fondamental dans notre société, c'est que ces 0,50, finalement, sont pris pour argent comptant pour aboutir quasiment à 100%. Mmh. Il n'y a plus cette notion, on perd finalement cette notion probabiliste en se disant que finalement, à la sortie, ce qu'on obtient, c'est une probabilité avec de l'incertitude. Et dans cette incertitude, il peut y avoir effectivement des décisions qui amènent à faire par exemple des erreurs, engendrer des erreurs, également exacerber certains de nos biais sociétaux, comme les inégalités, certaines de nos discriminations, qui sont elles-mêmes présentes finalement dans le jeu de données qu'on a utilisé. Et donc, on aboutit à des aberrations, parfois, ou même à des situations où on dit, par exemple, que certaines IA hallucinent, des phénomènes d'hallucination. C'est-à-dire que des intelligences artificielles vont inventer, parce qu'elles ne savent pas répondre, donc elles vont essayer d'inventer quelque chose qui va tenter de coller au mieux, finalement, à la réponse presque attendue. Parce que très souvent, pour accéder à un site ou autre, on nous demande on nous présente différentes photos et puis il faut cocher là où on voit un bus, là où on voit un vélo, etc. Mais alors, d'après ce que j'entends tout de suite, l'intelligence artificielle est parfaitement capable de le faire. Or, on a l'impression que ces tests sont là pour s'assurer que c'est bien une personne humaine qui répond. Oui, alors tout à fait. On a parfaitement, il y a aujourd'hui, grâce aux banques d'images qui sont présentes un petit peu partout, des méthodes très fiables pour aller faire de la classification d'images. Ça, c'est une certitude. L'enjeu est tel que ce n'est pas tellement sur les problèmes plus ou moins d'IA générative ou d'IA de classification pour limiter, par exemple, ce qu'on appelle les dénis de service sur certains sites web. C'est-à-dire, vous avez plein de robots qui vont attaquer un site web pour faire tomber le serveur. Ce qu'on demande à l'utilisateur, c'est pour éviter justement ce qu'on appelle donc, ces attaques euh, qui peuvent être aussi néfastes et qui malheureusement sont très populaires sur Internet. Mais l'enjeu est plutôt autour des intelligences artificielles qui sont utilisées notamment dans le quotidien des Français à travers, par exemple, l'emploi, la justice, la santé, l'éducation, de façon complètement arbitraire, imposée, sans aucun cadre, sans aucun recul finalement sur ces technologies. Et c'est tout l'enjeu finalement de cet ouvrage, c'est de pouvoir présenter au grand public justement de façon pédagogique, en exposant les véritables dangers, les véritables dérives, tout ce qu'on ne dit pas finalement sur l'intelligence artificielle. Alors, avant d'en venir là, encore une petite définition entre IA faible et IA forte. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement et qu'est-ce qu'il en est? Alors, l'IA faible, c'est la représentation d'un modèle finalement qui n'a pas de conscience, qui n'a pas la capacité finalement à s'auto-alimenter, à s'épandre, on va dire, euh, dans la mesure où ces intelligences artificielles restent dénuées de toute forme de conscience humaine. Elles n'ont pas d'empathie, elles ne ressentent pas, etc. L'IA forte, au contraire, c'est la représentation d'une IA qui aurait conscience d'elle-même, conscience du monde dans lequel elle évolue, qui pourrait parfaitement contextualiser et recontextualiser autant que possible finalement ses propres connaissances pour les remettre en perspective. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Parce que quand vous, dans
dans le titre de votre livre, il y a illusion d'avenir, illusion au singulier. Oui. Est-ce que c'est justement l'illusion, c'est cette intelligence forte qui n'existe pas et qui n'existera peut-être jamais, ou est-ce que vous avez voulu donner un autre sens? Alors, le sens est double, parce qu'effectivement, il y a ce côté autour de la fascination autour de la technologie. Beaucoup sont complètement fascinés. Moi, j'entends les discours parfois voilà, dans des médias en disant que demain, l'intelligence artificielle permettra de révolutionner le monde et finalement, tout le monde sera heureux. Euh, il y a ça, c'est une illusion. Parce que comme je le démontre, c'est tout le contraire, en fait. C'est Big Brother. De toute façon, justement, la démonstration, de cette façon, a été faite par anticipation, je crois, par Huxley. C'est quand même intéressant, parce que ces romans d'anticipation ne pouvaient pas imaginer ce que nous appelons aujourd'hui l'intelligence artificielle, et malgré tout, ils ont pressenti la situation dans laquelle nous sommes. Tout à fait. Je pense que Big Brother de 1984 de George Orwell s'y prête parfaitement, finalement. L'intelligence artificielle, c'est en fait Big Brother. Vous avez en fait des mécanismes algorithmiques qui vous surveillent H24, qui surveillent vos moindres déplacements, parce que en fait, il faut bien comprendre que les grandes entreprises, pour faire de l'intelligence artificielle, ont besoin de données. Et les données, ce sont vos données. Je rappelle juste un chiffre, Google, c'est 8,3 milliards de requêtes par jour. 8,3 milliards de lignes en plus dans sa base de données quotidiennement. Et Google ne paye pas ses utilisateurs, capte directement les requêtes qui sont faites sur son moteur de recherche pour aller enrichir après ces intelligences artificielles. Donc, effectivement... Ça, c'est un peu inévitable. C'est inévitable, mais je pense aussi qu'on peut peut-être à un moment donné exiger un cadre éthique. Vous savez, on dit souvent quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, vous êtes le produit. Et effectivement, aujourd'hui, les citoyens sont des produits vis-à-vis finalement de ces grandes entreprises. Et tout se pose la question, c'est finalement, elles dictent la norme. La norme devient finalement presque loi. C'est ce que je démontre dans ce livre. Et finalement, c'est elles qui imposent leur propre schéma sociétal à l'ensemble des peuples. C'est pas que le peuple français, hein, c'est l'ensemble des peuples. Et c'est clairement très abusif. Est-ce qu'on peut parler de démocratie? Est-ce qu'on peut parler de liberté quand vous avez des algorithmes qui choisissent qui doivent finalement être vus, entendus, lus, écoutés? Est-ce qu'on peut réellement parler de liberté d'expression dans ce cadre-là? Non. Et demain, ça sera pareil. C'est-à-dire que vous aurez des algorithmes qui vous... Et ça existe déjà, des algorithmes qui vous disent, vous pouvez avoir un prêt, on peut vous octroyer un prêt, vous non, etc. Vous avez des algorithmes qui vous disent, votre CV est bon parce que, pour telle et telle raison, parce que vous êtes un homme, etc. Parce que, par exemple, vous avez un profil très lisse sur les réseaux sociaux, que vous êtes sans histoire. Et au contraire, vous non. Ce sont ces algorithmes-là, finalement, qui choisissent le quotidien, en fait, des Français. L'impact est immense. C'est pas juste une question financière, c'est une question, en fait, de coût sociétal quelque part. C'est-à-dire qu'on impose à la société un schéma, un modèle, sans aucune discussion, sans aucun cadre, sans aucun contre-pouvoir démocratique. Alors justement, nous reviendrons plus tard sur la manière dont nous devons et pouvons réagir. Encore dans une question qui concerne un petit peu les origines, vous dites qu'il y a eu deux grands domaines qui ont joué, le domaine de la surveillance et le domaine militaire. Oui. Et que ce sont les deux sources qui ont nourri petit à petit le développement de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce dans le domaine de la surveillance, alors on dit toujours que c'est la Chine qui est le produit exemplaire. Est-ce que c'est si vrai?
La Chine aujourd'hui a à la fois des données, à la fois des infrastructures, et puis surtout, quelque part, elle n'est pas contrainte à une quelconque, on va dire, réglementation internationale ou etc. Donc, elle impose finalement son propre cadre, comme d'ailleurs aussi les entreprises américaines. Alors, est-ce que la Chine est en avance par rapport aux États-Unis? Ça, je ne pourrais pas l'affirmer. Mais je crois que de toute façon, ce qui est certain, c'est que l'Europe, en particulier la France ou l'ensemble des pays européens, de toute façon, n'a pas sa place. Ils n'ont pas leur place dans cette course. Le gap est extrêmement trop compliqué à passer, à dépasser. Et les illusions finalement d'Emmanuel Macron qui annonce lors du sommet international autour de l'intelligence artificielle des sommes colossales pour le déploiement soi-disant de l'intelligence artificielle en France avec des partenariats publics-privés est juste ubuesque. Mhm. Donc je crois qu'il faut remettre les choses dans leur contexte finalement. Parce que j'avais lu l'histoire d'un journaliste anglais qui donc habite en Pékin et Oui, qui s'était alors enfin, évidemment il y avait une préparation, enfin, oui. mais il s'était posé la question: combien de temps vais-je pouvoir me promener dans Pékin avant d'être repéré? Et c'était 10 minutes. Ben, en fait, aujourd'hui, en Chine, toutes les rues, en fait, sont complètement quadrillées de caméras de surveillance, etc. Je vous invite aussi à regarder le documentaire Ma femme a du crédit. Il raconte justement, il est marié justement avec donc son épouse est chinoise et donc ils vivent en Chine. Et donc, voilà, c'est un documentaire qui a été filmé, qui est paru sur Arte quelques fois, il me semble. Et c'est extrêmement instructif. On s'aperçoit vraiment de toute la dimension totalitaire hein, voilà, de ce régime dans lequel en fait on surveille les gens, dans lequel on dit, on impose aux gens finalement ce qu'ils peuvent acheter ou non, ce qu'ils ont le droit de dire ou non, qui ont-ils le droit de rencontrer ou pas. Euh, c'est euh, c'est édifiant et à la fois extrêmement terrifiant. Oui, parce que c'est du contrôle, enfin, c'est un contrôle social, mais ça ne fait que prolonger, je pense, quelque chose qui est déjà très ancien. C'est un vieux cousin m'avait dit, enfin, était original. Et j'avais lu un jour, aujourd'hui, il n'y a plus d'originaux, ou il y a très peu d'originaux. C'est-à-dire que l'original, c'est quelqu'un qui avait une manière particulière de se vêtir, avait enfin, des achats particuliers, etc. Et c'est vrai que ça devient, les vrais originaux, ça devient très rare. Alors c'est vrai que les objets que l'on achète sont des objets déjà standardisés, il y a très peu Oui. de fabrication personnelle, mais d'une certaine façon, ce que vous avez dit sur le profil lisse qui Mm. permet justement de passer inaperçu, parce qu'on est reconnu, mais le but est de passer inaperçu. Tout à fait. C'est ce qui est un peu absurde. Et si on déroge à ça, en fait, c'est ce que je relate dans ce livre, c'est que, en fait, ça devient finalement presque un délit. On n'a pas le droit de cultiver le doute. Euh, et c'est ça qui est assez étrange finalement. Mais vous savez, c'est comme toutes les personnes quand, par rapport à Chat Control, quand on leur a dit, ben oui, mais vous savez, Chat Control, ce sera aussi un écosystème pour aller regarder vos messages, etc. Beaucoup ont répondu, ah, mais moi, ça me dérange pas, j'ai rien à cacher. Mais justement, en fait, c'est là où tout est le problème. C'est qu'on euh, la confidentialité, l'intimité, justement, n'a pas à être une affaire politique. Je veux dire, un politique n'a pas à rentrer dans l'intimité des foyers, n'a pas à rentrer dans l'intimité d'un téléphone. Alors, et quand je constate euh, l'écosystème que l'Europe, que l'Union européenne, que la Commission européenne est en train de mettre en place à travers l'identité numérique, à travers justement ces outils
de surveillance, etc., de masse, parce qu'on peut on peut applaudir le fait que Chat Control ne verra pas le jour, on va dire, sur les téléphones en France ou ailleurs. Pour autant, le logiciel existe. Est-ce qu'il sera déployé demain? Moi, je ne pourrais pas affirmer que non. Je crois que ça reviendra encore une fois sur le devant de la table. Et il y aura d'autres outils pour aller toujours plus loin dans le contrôle, plus loin dans la surveillance, parce qu'on est dans cette logique-là aujourd'hui. Au principe, sous un principe soi-disant sécuritaire, on impose finalement aux citoyens une surveillance constante que nous avons d'ailleurs déjà vécue durant la crise Covid. Et cette surveillance constante durant cette crise n'était qu'un préalable finalement, j'ai presque envie de dire un amuse-bouche de ce qui nous attend demain. Oui, c'est vrai que rétrospectivement, quand on essaye de comparer l'État policier de type stalinien Mm. à l'État sécuritaire moderne, par certains côtés, évidemment, l'État policier stalinien, c'est quelque chose qui est fondé sur la délation, mais qui n'avait pas les outils de reconnaissance que nous avons. Et d'une certaine façon, c'était peut-être plus facile à vivre. D'ailleurs, l'expérience montre qu'il y a eu des dissidents, il y avait quand même du samizdat, il y avait quand même des réseaux qui, avec beaucoup de difficultés, mais arrivaient à fonctionner, et que la page a pu se tourner. C'est-à-dire que les pays de l'ère soviétique aujourd'hui sont redevenus, Oui. au bout de quelques dizaines d'années, des pays normaux. Alors là, la question que je vous pose, est-ce que nous redeviendrons un jour des hommes normaux après avoir vécu la société de surveillance telle qu'elle est en train de s'installer? Alors moi, je peux pas répondre, je connais pas l'avenir. Ce que je peux constater, par contre, c'est vers quoi nous nous orientons. Et nous nous orientons principalement vers une société profondément, voilà, profondément totalitaire. Parce que je pense que le mot convient parfaitement. Euh, Il y a malheureusement, on le voit bien, je parle de la gouvernance algorithmique dans le dernier chapitre. Quand vous avez des sociétés, des grandes sociétés de la technologie alliées à des pouvoirs politiques qui veulent finalement resserrer un étau autour de chaque citoyen, là, on ne peut plus parler de liberté. On ne peut plus parler non plus de démocratie. Parce que tout ça est fait sans aucun débat public. Et pire que ça, c'est que tout ça est fait en cultivant le déni auprès du grand public. C'est-à-dire qu'on n'informe pas le grand public des dangers, on leur dit pas finalement les risques. On est très habitué à cela, puisque c'est aussi ce que nous avons vécu durant la Oui, pour le vaccination. Covid, oui, c'était ça. Oui. On a dit non, il faut vacciner, c'est efficace, c'est sur-efficace. Par contre, on a nié totalement les effets indésirables. Quand vous avez un ministre de la Santé qui vous dit que les effets indésirables n'existent pas, alors que même la NSM dit que oui, effectivement, il y en a bien. Enfin, on est totalement voilà, c'est totalement fou. Et donc, on est dans cette logique-là, finalement, du tout contrôle exercé par par ces politiques qui rejoignent d'ailleurs, ceci dit, hein, parce que tout est exposé, c'est ça qui est magique, hein, finalement, c'est que tout est dit déjà, tout est mis sur la place publique. Quand vous regardez les documents autour de l'agenda 2030, on vous dit finalement que le passe carbone, c'est pas mal, voilà, il faut protéger le climat, parce que le climat, donc demain, en fait, voilà, on va essayer de dire aux personnes de ne plus prendre l'avion, ou alors tel ou tel avion. Et puis derrière ça, effectivement, derrière, on va aller vérifier finalement si vous avez pris tel ou tel avion, si vous avez bien mangé ça ou ça, si vous avez bien pensé comme ça ou comme ça. Et donc là, c'est, je pense, pire même que le régime communiste, en fait. Alors, effectivement, il y a la surveillance, et en même temps, il y a le problème que vous signalez, qui est un problème en droit, qui est le problème de la qualité des preuves et Oui. de grandes difficultés aujourd'hui à apporter des preuves. Et vous donnez l'exemple
d'imitation de la voix d'un enfant pour faire croire aux parents qu'il avait été enlevé, et vous dites à un endroit, cloner une voix ne prend plus que quelques secondes. Exactement. Et c'est-à-dire, alors ce que vous appelez cloner une voix, c'est-à-dire fabriquer une voix synthétique Oui. qui aura les intonations, Les mêmes fréquences, tout à et fait. qui pourra produire des phrases oui. Tout Alors, à fait. oui. Remarquez, c'est une question qui, en tant que directeur d'émission à Radio Courtoisie, m'intéresse beaucoup parce que j'ai un certain nombre d'invités potentiels qui, en raison de leur situation dans la société, de leur employeur, etc., ne peuvent pas intervenir à ce micro. Malheureusement, la Radio Courtoisie est finalement sous surveillance. Il y a des organismes qui s'intéressent beaucoup au contenu. Et donc, je m'étais dit à une époque, ces invités qui auraient des choses très intéressantes à dire, mais qui ne seraient pas, par exemple, parce qu'ils sont fonctionnaires dans certaines missions, etc., ne peuvent pas venir parler au micro. Est-ce qu'on pourrait cloner leur voix? À ce moment-là, ça serait une solution, justement, pour... Alors, vous avez justement la société Eleven Labs, hein, c'est une start-up qui permet en fait de pouvoir cloner des voix, de pouvoir synthétiser aussi des voix pour des vidéos, pour tout ce que vous souhaitez en fait. Elle s'appuie en fait sur voilà, elle recopie finalement les fréquences, les hautes, les basses, etc., les fréquences depuis la voix pour en extraire ce qu'on appelle donc pattern, c'est-à-dire en fait pour aller les généraliser, pour la mettre après sur d'autres propos. Donc vous pouvez par exemple cloner la voix, on peut cloner la voix par exemple de Dominique Tassot ou de Gaël, Mhm. voilà, la semaine prochaine. mais, mais effectivement, ça c'est possible. Mais comme je le soulève dans ce livre, c'est le problème de la charge de preuve. Quand vous avez par exemple donc des images, des vidéos, des voix qui peuvent être complètement fabriquées et au demeurant peuvent apparaître plus vraies que nature. Finalement, l'idée de la preuve en elle-même est complètement bouleversée. Le concept même de la preuve est complètement bouleversé. C'est-à-dire que quand vous allez maintenant devoir apporter une preuve, il faudra aussi expliquer, ou alors en tout cas prouver que cette preuve est bien vraie, Mhm. est bien une preuve. Donc on nage quand même dans un espèce c'est extrêmement malsain, puisque finalement, quelqu'un peut parfaitement vous accuser pour des choses que vous n'avez pas fait. Je vais prendre un exemple très bête. C'est pas un clonage, mais ça en dit quand même long. Il y a quelques mois, maintenant il y a peut-être même une année, j'ai été quelqu'un en fait donc vous savez les médecins de plateau télé, etc. Et toute leur cohorte qui gravite autour m'avait en fait enregistré depuis un space Twitter. Donc c'est en fait c'est des espaces où vous dialoguez avec des utilisateurs Twitter, on peut échanger. Et donc m'avait enregistré à mon insu. Il avait coupé des séquences, il avait remonté le tout, je sais pas, il avait bricolé le truc si bien que ça avait l'air plus vrai que nature. Sauf nous, on avait l'enregistrement original Original. et on a pu prouver que c'était faux, en fait. Mais vous avez Jérôme Marty qui avait interpellé à l'époque le ministre Yannick Neuder ou l'ancien, je ne sais plus parce qu'il y en a eu tellement, en disant regardez un peu ce que ces personnes anti-vax viennent à dire, etc. Alors que c'était complètement frauduleux. Oui, mais alors évidemment, on peut rectifier, mais le mal est déjà fait. Exactement, la Quand réputation, elle est c'est déjà diffusé, détruite en fait. Et moi, j'ai dû à un moment donné vraiment m'expliquer en disant, ben non, regardez, là on entendait, alors regardez, j'ai l'enregistrement déjà original, et puis en plus, on voit très bien que là, c'est coupé, etc. Mais j'ai dû me défendre de quelque chose qui n'était, voilà. Et ça, en fait, c'est la société d'aujourd'hui qui va s'accentuer grâce notamment au deepfake, ce que je présente dans ce livre également, c'est-à-dire des images, des vidéos. Alors, il y en a eu de très drôles. Je prends la,
je prends l'exemple de Trump, voilà, en train de courir pour éviter une arrestation, ce qui n'est pas vrai, hein. Mais il y en a eu de très drôles. Mais pour autant, ça pose aussi question, puisque après, il y a eu quelques années, c'est ce que je présente lors du cycle de conférences que je fais autour de cet ouvrage. Je présente notamment un deepfake qui a fait croire à des journalistes américains qu'il y avait eu un tsunami euh, au niveau du Canada. Donc on voit des personnalités politiques, etc. Ça avait l'air si vrai ça avait l'air plus vrai que nature, et les médias américains sont tombés dans le piège. Bon, quelques heures après, ils se sont rendus compte que c'était pas vrai. Mais c'est ça quand même qui est terrible. C'est finalement, aujourd'hui, on peut très bien remettre en cause une information, pour autant qu'elle soit vraie, au principe, en disant c'est une information fabriquée par l'intelligence artificielle. Oui, et puis on ne peut pas éviter d'y penser. Et donc, d'une certaine façon, on va vers une société de méfiance Exactement. permanente. Et ça, c'est peut-être très, très difficile à vivre. Un point que, justement, on a parlé de Covid, de santé, etc. Pour autant que je sache, l'acte de santé, l'acte médical est basé, ou est censé être basé sur le colloque singulier, c'est-à-dire le rapport direct entre le médecin et le patient. Et alors, ce colloque singulier, il est fortement amputé aujourd'hui par le fait que l'administration se permet de savoir mieux que le médecin ce qui convient à l'enfant qui est devant lui, en matière de vaccination, par exemple. Ce qui est quelque chose qui est tout à fait à l'inverse des grands principes de la médecine. Bon. Alors, vous donnez dans votre livre un exemple tout à fait intéressant. Alors, c'est une petite histoire qui est découpée par épisode. Et, cette idée est excellente, hein, parce Merci. que on voit, en pratique, c'est une mère de famille dont l'enfant a la fièvre, qui évidemment sent le besoin quand même de consulter. Mais on vit à une époque où il n'y a plus de médecin, il faut aller dans une cabine. Donc elle le fait. Et puis, enfin bon, et puis à un moment donné, elle n'a pas confiance. Enfin, la machine dit que l'enfant a la fièvre. Ça, évidemment, ça elle le savait déjà, et prescrit un médicament. Et là, il y a un problème. Il y a le problème de la confiance. Est-ce que ce médicament prescrit par une machine, je vais le donner à mon fils? Parce que là, on est dans le vrai, on n'est pas dans le monde virtuel. Tout à fait. Et cette mère de famille n'a pas confiance, donc refuse la prescription. Et à partir de là, évidemment, il y a un enchaînement, elle est marginalisée, elle est repérée, etc. Mais je dirais, le livre mériterait d'être lu presque pour cette petite histoire, parce qu'elle fait comprendre de façon très juste la situation où nous sommes, parce que l'histoire est censée se passer dans quelques années, mais je dirais c'est à peine quelques années. Et justement, la santé est un domaine dans lequel la relation humaine a toujours été considérée comme fondamentale, et c'est aujourd'hui un secteur qui est complètement menacé par l'intelligence artificielle. Mais tout à fait, comme vous l'avez très bien souligné, ce domaine-là est particulièrement menacé, tout comme d'autres domaines d'ailleurs. Mais la santé a cette dimension que c'est surtout la vie physique en fait des gens. On parle pas on parle pas d'économie, on parle pas d'emploi. Là, on parle finalement de sa propre capacité à pouvoir vivre, etc. Et donc, dans le domaine, par exemple, de l'imagerie médicale, il y a eu beaucoup d'avancées. J'en parle dans, dans ce livre. Je fais partie moi-même d'un laboratoire donc de recherche CNRS où on fait de l'IA pour l'imagerie médicale. Mais à la différence, la différence peut-être de beaucoup de labos, c'est qu'on estime que à la fin, c'est toujours un être humain qui doit valider la décision. Oui, il valide, évidemment. Exactement. L'IA sera plus efficace que lui pour interpréter une tumeur, par exemple. Oui. C'est ça. Mais par contre,
il y a toujours l'erreur possible parce que Oui, l'algorithme... il peut faire confiance à l'algorithme aveuglément et c'est aussi pour ça qu'on insiste bien sur les problèmes d'incertitude et les problèmes de biais de données et les problèmes éthiques que cela soulève. Mais euh, c'est aussi l'idée et le principe même de dire de toute façon, à la fin, c'est toujours un être humain qui doit faire en fait un choix. C'est un radiologue, un neurologue, etc. Parce que s'il y a un problème, en cas d'erreur, qui est responsable? Aujourd'hui, la réponse, ben, clairement, c'est personne, puisqu'il y a un flou juridique à ce niveau-là. Il y a cette question qui était indispensable. Les parlementaires européens, la Commission européenne a choisi clairement de la supprimer. Voilà, choisi de tout supprimer. Voilà, c'était pourtant fondamental. Et à partir de là, donc, on estime que bah, ça doit être le radiologue qui doit être capable, en son âme et conscience, au regard de son expertise, au regard de ses connaissances, de prendre la décision finale. Tant est-il qu'aujourd'hui, on penche vers, on va en tout cas vers une médecine de plus en plus déshumanisée pour des questions également économiques, pour des questions de coûts budgétaires, parce que l'hôpital coûte cher, les soignants coûtent cher, l'expertise coûte cher. Donc, on essaye de remplacer certaines, on va dire, certains mécanismes par des algorithmes. Je parle par exemple de Watson Health, qui a été utilisé au Royaume-Uni pour la prescription. On a vu que bah, Watson Health, parfois, ça ne faisait énormément d'erreurs et puis malheureusement faisait des erreurs toujours en direction des mêmes minorités. Donc, il faut, je pense, remettre, oui, il faut réaffirmer que la place de l'humain au cœur de la santé est avant tout primordiale. Et, et ce n'est pas en fait juste une option, finalement. Et ce n'est pas à un algorithme de prendre une décision sur la santé des gens. Voilà. Oui, mais ça, c'est sûr que alors, le problème n'est pas simple parce que vous le soulignez, le médecin diplômé, il y a un moment où sa compétence est limitée et il faut qu'il ait le courage moral de s'opposer au diagnostic de l'intelligence artificielle Oui, qui est, par certains côtés, beaucoup plus puissante que lui. Et ça, c'est... euh, là, justement, là, il faut du courage. Je pense que les machines ne savent pas ce que c'est. mm, Mais c'est aussi une vertu qui n'est pas cultivée dans la oui, société. oui, tout à fait. Et je pense que ça, c'est pour ça qu'il faut alerter aussi le grand public aux dérives et aux dangers de l'intelligence artificielle. Faire comprendre finalement que l'IA, c'est pas une boîte magique, c'est pas une baguette magique qui ne se trompe jamais, qui ne fait jamais d'erreur et qui ne voilà et qui va conduire à un monde plus juste, etc. Si déjà dans l'inconscient collectif, on arrive à faire passer ce message-là, je pense que effectivement, les médecins, les recruteurs concernant les ressources humaines, etc., les enseignants aussi seront peut-être plus à même à avoir ce regard un peu critique autour de ces technologies. Alors, je crois nous allons faire une petite pause et nous nous retrouvons dans quelques minutes. En 2025, Radio Courtoisie fête ses 38 ans. Pour célébrer ce bel événement, rejoignez-nous à la messe d'Action de grâce à l'occasion de cet anniversaire et aux pots amicales qui auront lieu le samedi 22 novembre en l'église Sainte-Eugène-Sainte-Cécile, 4 rue du Conservatoire, Paris 9e. Pour participer au pot, inscrivez-vous en ligne sur notre site internet anniversaire.rc.fr ou par courriel à secrétariat@rc.fr ou encore par téléphone au 01 46 51 00 85. Alors, Emmanuel Darle, dans votre ouvrage IA Illusion d'avenir, vous accordez une partie importante sur la révolution anthropologique qu'apporte l'intelligence artificielle au-delà de la technologie. Et vous en parlez très bien d'ailleurs. Dans votre préface, il me semble que le préfacier dit qu'il y a une accélération de l'histoire, parce qu'on va toujours de plus en plus vite.
Et si on prend un peu de hauteur et qu'on analyse en fait le phénomène de l'intelligence artificielle, on se rend compte un peu, comme vous disiez avec Monsieur Tasso, un lissage des personnalités. Il y a plus d'originaux, plus de personnes qui se démarquent. Et ça me faisait penser en fait à Alexandre Solzhenitsyn, qui avait été interrogé à la fin des années 90 et à qui on demandait comment il voyait le 21e siècle. Lui qui avait connu l'horreur sur Terre, comme on l'a dit, le régime stalinien, le goulag. Et en fait, ce qu'il disait, c'est que le 21e siècle était très dangereux, parce qu'il y avait un processus très dangereux qui se mettait en place. C'est que jusqu'à présent, l'humain était au centre de l'histoire. C'était un être culturel. Et avec la technologie et le progrès technique, l'humain n'était plus le sujet de l'histoire, en fait. La technologie empiétait de plus en plus. Ce qui fait que, en réalité, les hommes étaient des rouages. Et seulement, vous voyez, il faut juste appuyer sur le bouton pour valider la décision. Il n'y a plus besoin de réfléchir, donc il y a de moins en moins de réflexion. Et finalement, l'homme en vient à perdre son âme. Et vous parlez de l'âme dans votre ouvrage. Vous dites justement, est-ce que l'intelligence artificielle peut-elle avoir une âme? Alors, qu'est-ce que cette réflexion vous inspire? Alors, merci beaucoup, Gaëlle, pour votre réflexion et votre question. Effectivement, en fait, dans le dernier chapitre, je parle aussi beaucoup de la chosification, finalement, de l'être humain. Puisque cette logique autour de l'intelligence artificielle elle-même n'a pas d'âme, comme je le relève. Moi, je cite par exemple Roger Penrose, où il parle par exemple de la conscience artificielle, dans lequel Roger Penrose, qui est un grand mathématicien, qui dit que la conscience n'est pas computationnelle, la conscience n'est pas du calcul. Donc, on ne peut pas expliquer finalement aux personnes, comme je cite par exemple Laurent Alexandre, qui s'attelle à dire que finalement ces intelligences artificielles deviendront demain presque des êtres humains et que l'être humain par conséquent serait presque remplaçable et qu'il pourrait parfaitement disparaître au profit du progrès. Ce progrès, ce qu'on appelle, enfin en tout cas ce qui a l'air d'être un progrès, je pense qu'on ne peut pas le mettre au même niveau, par exemple, que l'imprimerie, ou même que de grandes révolutions technologiques. Pourquoi ? Parce que là, en fait, il ne s'agit pas d'accompagner un être humain en lui donnant un outil. Quand vous prenez, par exemple, un marteau, un tournevis, vous tournez votre vis, vous rangez votre tournevis. Le tournevis, c'est un outil. Il ne va pas vous manipuler. Il ne va pas vous dire « tu es moins intelligent que moi, je peux parfaitement remplacer ta main ». Non. Là, en fait, l'intelligence artificielle, dans le cadre, en tout cas, du développement qu'on en fait aujourd'hui de façon contemporaine, devient en fait, est un outil de manipulation sociétale, est un outil d'asservissement, est un outil de pouvoir. Et je ne crois pas que ça soit ça le progrès. Le progrès, il faut avoir un progrès qui libère. Et c'est ce que je note en fait dans ce livre. Là, on est face à un progrès au contraire qui a servi. Et si on appelle ça progrès, avec derrière une logique qui sert une idéologie, qui est celle du transhumanisme, qui vise à chosifier l'être humain, qui vise finalement à dire que l'être humain finalement ne serait plus qu'un simple produit et que la vie, par essence, deviendrait voilà, du calcul, des statistiques, quelques chiffres. En tout cas, je ne crois pas qu'on pourrait définir la vie comme ça, en fait. Je pense que c'est un peu plus que ça. C'est même beaucoup plus que ça. Et quand on voit les lois qui sont passées dans notre pays, la loi notamment autour de l'euthanasie, quand on affirme, par exemple, que certaines catégories de la population, finalement, pourraient, par exemple, on pourrait leur proposer l'euthanasie parce que ceci, parce que cela. On sert, en fait, des discours ni plus ni moins, purement eugénistes. Et l'intelligence artificielle, malheureusement, est une pierre angulaire à ces dérives, à ces idéologies. Donc, je crois que non, en fait, on n'est pas dans une logique de progrès, on est dans une logique d'asservissement. On ne peut pas parler réellement de technique qui libère,
Mhm. Et on peut parler plutôt de totalitarisme, et c'est pour ça que je parle de gouvernance algorithmique, puisqu'il n'y a rien de démocratique, mais surtout sur le plan philosophique et anthropologique, ça n'en reste pas moins finalement que des outils qui visent totalement à servir l'espèce humaine et la réduire à néant. Alors, il faut réagir. Et comment peut-on réagir? Et qu'est-ce qu'il reste à l'homme comme moyen pour contrer cette tentative d'asservissement qui n'est qu'une tentative? D'une certaine façon, on n'est jamais asservi tant qu'on n'a pas accepté de l'être. C'est le problème de Big Brother à la fin du roman, pour ceux qui auraient la curiosité de lire. Donc, le, le, le héros finit par aimer Big Brother. C'est ce qui est troublant d'ailleurs. Enfin, Oui. on se demande quel est le but de ce roman d'ailleurs. Enfin, bon, peu importe. Mais malgré tout, c'est bien. Alors la question est là. C'est de la même façon que quand il y a une guerre, euh, la guerre n'est gagnée que quand le vaincu accepte de reconnaître qu'il est vaincu. Et donc là, si vous parlez d'asservissement, est-ce que l'on peut ne jamais être asservi si on refuse de l'être? Alors d'abord, je pense que il convient de rappeler que je pense que enfin, je crois fondamentalement que ce qu'il faut permettre d'abord à la société, c'est une prise de conscience. Sans prise de conscience, on ne pourra tomber finalement que dans des illusions, que dans un mirage, en pensant que ces technologies apporteront des bénéfices à notre société, en ignorant les dérives potentielles et surtout ses graves dangers. Moi, j'ai écrit ce livre pas dans un but alarmiste, mais je refusais de rester dans une espèce d'utopie technologique. Mon discours, il n'est pas technophobe non plus. Je ne suis pas là pour dire il faut arrêter toute technologie, mais je suis là pour rappeler que, comme toute chose, voilà, il y a des bons côtés, mais il y a aussi des mauvais côtés. Et si on ignore les mauvais côtés, dans ces cas-là, nous irons tous dans un mur. Mais non, effectivement, il faut pas refuser des progrès. Enfin, je pensais au GPS, parce que il y a très peu de temps, je parlais avec un chauffeur de taxi qui m'a dit qu'il lui est arrivé plusieurs fois de se croire plus fort que le GPS, c'est-à-dire d'imaginer, c'est dans Paris, un itinéraire autre. Et en fait, à chaque fois, il s'est planté. Donc, parce que le GPS tient compte évidemment d'informations que lui n'a pas. Enfin, donc, effectivement, on peut dire que ça, c'est une chose utile pour les déplacements, avec des périls, parce qu'il y a aussi les gens qui aboutissent à un autre endroit que celui auquel ils voulaient aller, parce qu'il y a homophonie des destinations. Donc, le contrôle humain, là aussi, est nécessaire. Mais donc, je vous rejoins sur le fait de dire qu'il ne faut pas refuser ce qu'on peut appeler un progrès par principe. De toute façon, ça ne marche pas. Je veux dire, la révolte des canuts de Lyon n'a pas supprimé le métier à tisser. Enfin, donc il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher, mais c'est toujours la question de l'asservissement, la question de préserver la personnalité, préserver la responsabilité. Alors toutes ces notions, justement, qui sont liées à une conception de l'homme, qui, semble-t-il, n'est pas prise en compte par ceux qui gèrent le développement de l'intelligence artificielle. Non, tout à fait, et vous l'avez bien relevé. Finalement, ce que je démontre aussi dans ce livre, c'est que ce sont finalement des grandes sociétés qui vont elles-mêmes définir les normes, elles-mêmes définir finalement, même répondre à des questions éthiques. Je prends l'exemple du le trolley problème. Vous êtes en train de conduire un train, vous avez 2 voies possibles. Sur la première voie, vous écrasez une personne. Sur la deuxième voie, vous en écrasez 3-4. Laquelle voie vous empruntez? Bien aujourd'hui, vous êtes dans un véhicule autonome. Ces sociétés vont vous dire que si, par exemple, il y a un enfant qui traverse,
c'est l'enfant qu'elles doivent tuer ou alors c'est vous qu'elles doivent jeter contre un mur. Vous voyez, c'est des problèmes profondément éthiques. Et c'est pas à des sociétés d'y répondre. C'est justement il doit y avoir un cadre, il doit y avoir à un moment donné des, 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 des- des débats autour de ça, des débats purement citoyens. C'est aussi pour ça que j'ai écrit un manifeste tout à la fin qui invite les citoyens à se réemparer du débat public. Alors effectivement, on ne peut pas lutter contre ces grandes sociétés. Euh, Moi-même, Emmanuel Dard, je ne peux pas lutter contre Amazon ou Google. Enfin, c'est impossible. Par contre, on peut permettre peut-être collectivement une prise de conscience. Et si on commence à avoir conscience de plusieurs choses, après, on peut peut-être aller et demander à un moment donné, devant les instances nationales, devant les instances européennes, en tout cas, que certains points qui ont été purement effacés de l'AI Act, donc la réglementation européenne sur l'intelligence artificielle qui est rentrée en vigueur en août 2024, que ces questions-là, notamment la question autour de la responsabilité, la question autour de l'explicabilité des modèles, fait la question autour des audits par des cabinets indépendants, vraiment indépendants financièrement de toutes ces majors technologiques. Euh, voilà. Est-ce qu'on peut, à un moment donné, imaginer peut-être remettre ça sur le devant de la table, remettre ça dans l'espace du débat public, que ce soit au niveau peut-être dans le cadre, au moins, en tout cas, voilà, dans le cadre de notre démocratie. Parce qu'à propos de la responsabilité présuppose des personnes, en droit, et à un moment donné, on a créé la notion de personne morale. Mm. Donc avant, il n'y avait que des personnes physiques. D'ailleurs, il y a encore, pour certains types de jugements au pénal, un PDG, c'est lui qui est condamné, pas la personne morale qui le dirige. Alors, est-ce qu'on ne se trouve pas devant un cas où il faudrait trouver un autre niveau de personnes juridiques qui soit adapté à cette problématique qui, vous le montrez très bien, échappe complètement à l'ancienne problématique. Un régime en fait juridique propre à l'intelligence artificielle. Ça, c'était le projet en fait qui devait être inscrit dans l'AI Act. Et moi, je vous parle vraiment en tant qu'ancienne experte à la Commission européenne. Là, il faut signaler que vous avez... je le suis toujours. Vous êtes toujours partie des experts qui sont amenés à conseiller les institutions de Bruxelles sur la manière de gérer ou de faire face. Alors, l'expertise des projets. Que peut faire la Commission européenne? Elle pond des textes. Elle pond des textes, mais il faut comprendre que l'AI Act, il n'est pas né au Parlement européen avec les parlementaires. Il est né en fait par les commissaires européens, par la Commission. Qui vise en fait, c'est elle en fait qui rédige, on va dire, les grandes lignes après des cadres, enfin des textes législatifs qui sont adoptés par le Parlement. Mais ce sont des commissaires qui sont non élus qui font finalement des choix. Le choix, par exemple, d'écarter la question de la responsabilité, le choix d'écarter la question du régime juridique, parce que cette question-là, justement, elle avait été soulevée. Et moi, je vous parle de ça, à l'époque, on était en 2018. Donc, il y a déjà 7 ans, plus de... Oui, voilà. Donc ça, c'était des choses, au contraire, qui avaient été évoquées à un moment donné. Moi, j'avais expertisé tout un programme, plusieurs projets de recherche, justement dans le cadre du développement de l'intelligence artificielle éthique. Et justement, la question autour de l'explicabilité, la question autour du régime juridique, tout ça avait été mis clairement sur le devant de la... Voilà, est mis sur la table. Et le texte qui a été voté, qui est rentré en vigueur en 2024, n'a plus rien à voir avec le texte d'origine, qui a été complètement vidé de sa substance. On a écarté les principales questions, en fait. Parce que ça, c'est un point absolument fondamental, parce que je rappelle aux auditeurs que l'État, la légitimité de l'État repose sur la sécurité. Les fonctions régaliennes, mais la fonction régalienne numéro 1, si on prend l'histoire, oui. C'est la sécurité, c'est le fait, et c'est pour ça que on n'a pas le droit de se faire justice à soi-même, on doit laisser, quand l'État, justement, qui a le monopole de la violence légitime. Bon. Alors, ce qui a justifié
l'État moderne, c'est justement le devoir qui est globalement quand même respecté et accompli de protéger les citoyens. Là, on se trouve devant une menace considérable, Oui. alors qui est nouvelle, et d'une certaine façon, si les États nationaux et si le machin de Bruxelles, enfin, je me permets d'employer une expression classique, mais parce que parfois on se demande si c'est pas le mot juste, justement, machin étant le masculin de machine, et on a parlé de machine tout à l'heure. Si ces institutions sont démunies, ne peuvent pas assurer la sécurité, c'est-à-dire la possibilité de vivre sereinement des citoyens, c'est leur légitimité qui est en cause. Et donc là, on touche à quelque chose qui est absolument au fondement le plus basique des sociétés. Mais complètement. Et puis il y a aussi un autre problème qui concerne la dangerosité, le niveau de dangerosité de certains développements. Avec dans l'AI-Act aujourd'hui, on nous dit que ce sont les sociétés, ces sociétés ces sociétés qui développent les modèles, qui doivent définir le niveau de dangerosité. Donc, effectivement, si vous dites à un État, mon truc est super dangereux, achetez-le. Mais soyons sérieux. Donc, on nage dans. Puis il y a aussi la question des zones grises liées à la recherche, où là, dans la recherche, on peut faire tout et n'importe quoi. Voilà. Donc, on peut pas avancer sereinement, en fait, parce que le cadre, il n'y a pas de cadre en réalité. Parce que j'ai quand même une objection. D'une certaine façon, c'est comme les problèmes de normalisation, de manière générale. Les gens qui sont compétents pour établir des normes, en général, ne sont pas les fonctionnaires de l'administration, ce sont les gens qui sont dans le domaine et contribuent à faire avancer les choses. Oui. C'est vrai, le problème, on a le même problème en médecine, parce qu'on parle beaucoup évidemment de conflits d'influence, etc. Mais il est un petit peu inévitable que les gens compétents soient justement ceux qui sont en train de fabriquer les objets que l'on va vouloir réglementer par ailleurs. Et donc, là, il y a une vraie difficulté. Je crois qu'il faut, je pense que la définition d'une norme, elle passe par différents acteurs. Elle passe par les acteurs effectivement industriels, les acteurs de ceux qui développent et qui commercialisent, mais aussi, je pense, par des acteurs académiques, par des acteurs de différents horizons pour pouvoir garantir justement que cette norme aussi soit juste, que cette norme ne nuise pas à l'intérêt des citoyens. Oui, mais c'est ce que vous représentez vous-même en tant que maître de conférence. Vous êtes justement le garant académique que la société, d'une certaine façon, met en avant pour se protéger contre les GAFA, etc. Mais je dirais, la difficulté, c'est que, d'une certaine façon, et vous le signalez, l'entreprise se protège en disant secret commercial, en disant liberté de recherche. C'est-à-dire, elle met en avant des paravents, justement, pour ne pas avoir à, elle, être transparente sur ce qu'elle sait. Et c'est compréhensible, puisque comme on est dans un monde concurrentiel, évidemment, si une société fait connaître ses petits secrets, le concurrent risque de le savoir, etc. Et là, il y a une vraie difficulté. Mais tout à fait. En fait, on ne peut pas garantir l'explicabilité des décisions qui sont prises, ni même, par exemple, l'incertitude liée à un résultat, au prétexte justement de cette opacité algorithmique. Et ça pose vraiment question. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, des systèmes liés notamment, par exemple, à la justice, pour
pour prévenir le risque de récidive. J'en parle dans Vous ce donnez livre avec des le système exemples. Compass qui a été utilisé aux États-Unis et qui a fait l'objet donc d'une enquête, l'enquête ProPublica, qui a démontré que ce système était purement raciste finalement. Donc si vous avez des entreprises qui cachent justement leurs algorithmes avec l'impossibilité, ce qui a pour conséquence on a dans l'AIACT la possibilité de faire des audits par des cabinets indépendants. Mais si ces entreprises-là ne veulent pas justement livrer, on va dire, les secrets de leurs algorithmes, il ne peut pas y avoir d'audit efficace. C'est pas possible. Un point que vous signalez au début de votre livre, c'est que ces entreprises-là sont en très petit nombre. C'est-à-dire que les petites startups, etc., qui se lancent dans le domaine, au bout d'un certain temps, ou bien elles sont marginalisées, ou bien elles sont incorporées. Tout à fait. Alors, on voit bien aujourd'hui, de toute façon, au niveau du marché, que c'est principalement les grands acteurs américains, principalement les entreprises de la Silicon Valley qui détiennent le monopole sur ces technologies, sur ces modèles. Il y a un acteur chinois quand même. Oui, il y a des acteurs chinois. Voilà, il y en a, mais bien sûr, mais c'est pas. On peut pas aller. Vous savez, par exemple, je prends le cadre de l'intelligence générative. C'est 1000 milliards d'investissements d'ici 2030. Alors, on est à 200 milliards. D'ici 2030, on sera à 1000 milliards. 1000 milliards par ces entreprises américaines. Elles dépassent effectivement, elles sortent Oui, c'est hors norme. En fait, la capacité financière est absolument faramineuse, gigantesque, dantesque. Donc, du coup, on peut pas rivaliser, même les acteurs chinois. Bon, à un moment donné, se retrouver fortement, on va dire, à la traîne, si j'ose dire. Mais est-ce que l'intuition n'est pas, en matière d'invention, quelque chose qui n'est pas... les Français sont excellents. Pas se réduire à des quantités. Tout à fait. Et les Français excellent avec ça. Parce que justement, on a dans nos laboratoires de recherche des personnes très actives pour augmenter les modèles, pour réduire les incertitudes, pour essayer de limiter les biais dans les bases de données. Je rappelle, le monde de la recherche académique, notamment française, est extrêmement vive à ce niveau-là. Le problème, c'est qu'on est confronté à deux réalités. On n'a pas les données et on n'a pas l'argent. Donc quand vous avez ces deux réalités-là qui sont présentes, vous ne pouvez pas en fait. Donc forcément, vous allez vous faire soit absorber ou soit vous allez être complètement marginalisé. Oui, en vous lisant, d'ailleurs, je pensais à la question du revolver. Vous savez que dans le moment de la conquête du Far West, il y avait les duels revolver, et on disait le pistolet, c'est un égalisateur. Parce qu'effectivement, dans le combat classique, le plus gros et fort, costaud, l'emporte sur le petit mec, etc. Mais à partir du moment où on a un revolver en main, c'est celui qui sait tirer le plus vite qui gagne. Alors, on pourrait se dire, est-ce que l'intelligence artificielle peut jouer ce rôle ? Et malheureusement, en vous lisant, j'ai compris que c'était tout à fait disproportionné. En fait, je pense qu'on peut encore avoir un espoir s'il y a une prise de conscience collective et si, bien sûr, il y a des volontés politiques d'imposer un véritable cadre éthique. Et si enfin, peut-être, les agences, on va dire, nationales pénalisent ces grandes sociétés comme Alphabet, comme Meta, etc., leur donnent non pas des cacahuètes sous forme d'amendes, mais de véritables amendes pour leur signifier que malheureusement, ils utilisent des principes déloyaux. Les États ont très peu de pouvoir sur des multinationales qui... Oui, mais il y a eu déjà des amendes qui ont été faites par l'équivalent notamment de la CNIL en Irlande.
Il y a eu également la CNIL qui a condamné à la maison Meta, mais c'est extrêmement symbolique. Il n'y a pas de véritable volonté finalement d'assurer que on a un cadre pour aller capter des données. Quand vous sortez de ce cadre-là, ces entreprises sortent de ce cadre-là, elles captent des données de façon parfaitement illégale, et elles ne sont pas condamnées. Et on est en train de dire non, parce qu'elles ne sont pas condamnables, parce qu'elles représentent trop. Eh bien, moi, je pense que dans une démocratie, dans un principe, dans un État qui prône la légalité, eh bien, en fait, il faut avoir le courage, à un moment donné, de condamner ces grandes entreprises. Oui, elles méritent d'être condamnées, clairement. Vous avez Google qui capte 8,3 milliards de requêtes par jour. Est-ce que les utilisateurs de Google ont donné leur consentement pour que la requête se retrouve dans les bases de données Google? À quel moment? Moi, j'ai pas l'impression. Donc, oui, il faut avoir à un moment donné du courage. Il faut que tous les partis politiques se saisissent de ces questions autour d'un cadre éthique pour le développement de l'intelligence artificielle. Et pour ça, il faut il faut justement qu'il y ait une prise de conscience de par la population, mais de par eux-mêmes aussi. Moi, quand je vois le livre blanc du Rassemblement national ou le livre blanc pour l'intelligence artificielle de Reconquête, je suis parfaitement... je ne comprends pas, en fait, qu'on ose dire que l'intelligence artificielle, il faut en rajouter pour faire de la surveillance faciale partout sur le territoire français parce que ça permettra de lutter contre les problèmes de sécurité. Non, je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'on a envie de ce monde-là? Est-ce qu'on a envie d'un monde qui ressemble à 1984? C'est ça la question. Et à quel moment est-ce que le citoyen a-t-il été interrogé? Donc, je crois que les chantiers sont immenses, mais je crois que les partis politiques ont aussi, et il est encore temps, ont aussi leur mot à dire et peuvent jouer en fait dans cette équation. Alors, justement, le manifeste qui vient au terme de votre livre a cet objectif justement de... Tout à fait. Moi, mon objectif, c'est pas de taper sur un quelconque parti politique ou sur une quelconque instance ou institution, pas du tout. Moi, mon objectif, il est vraiment de pouvoir permettre la réouverture d'un débat public au sein de notre espace démocratique, mais aussi voilà, de sensibiliser le grand public à ces questions-là, afin qu'il rentre plutôt dans une forme de vigilance active qui ne peut être que salutaire. Et est-ce que justement dans les partis politiques, il y a des gens qui connaissent le sujet? Eh bien, j'ai envie de dire que non. Alors moi, j'ai pu échanger avec des personnes du Rassemblement national, j'ai pu échanger avec des personnes de Reconquête. Mon livre, je sais qu'il a été, en tout cas, il a été lu par des cadres de chez Reconquête et il devait, en tout cas, il a été transmis à Sarah Knafo. J'ai pas l'impression, quand je lis ces livres blancs ou quand j'écoute justement leurs interventions sur ce sujet-là, qu'ils disposent d'une expertise suffisante pour répondre, on va dire, aux enjeux dans ce domaine-là. Et puis c'est un problème tellement fondamental et tellement profond que ça échappe à la politique au jour le jour qui malheureusement absorbe les. Et oui, puis je pense aussi qu'il y a des questions électorales, enfin voilà, par rapport à leur électorat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'électorat est plutôt penché autour des questions sur le pouvoir d'achat, et ça peut se comprendre, les questions autour de certaines questions autour de l'immigration, etc. Il y a beaucoup de questions, malheureusement, dans notre quotidien qui prennent énormément de place. Et ça peut parfaitement se comprendre et c'est parfaitement légitime. Mais je ne crois pas que ça sera quand on sera... Enfin, je ne crois pas que quand on sera face au mur, quand on prendra le mur, ce sera le bon moment pour se poser les bonnes questions. Je pense qu'il est plutôt judicieux de le faire en amont plutôt qu'au dernier moment. Oui, mais effectivement, c'est vrai dans tous les domaines. Et ça, en vous écoutant, je pensais à un conseil qui m'avait été donné à une époque où j'étais directeur d'une usine au Brésil, et on m'avait dit gardez 1 heure par jour où vous êtes tranquille et vous pouvez réfléchir.
Parce qu'effectivement, et le drame de l'homme politique, c'est contemporain, c'est que justement, il est de tous côtés, il est assailli et il n'a pas le temps où il a très peu de temps pour le recul, alors que dans les anciens modes de gouvernement, de type aristocratique, on voit très bien des empereurs qui étaient capables de philosopher, de prendre du temps pour parler avec des intellectuels de l'époque, etc. Et aujourd'hui, évidemment, ça, c'est quelque chose de difficile. Mais malgré tout, comme je le disais tout à l'heure, on n'est jamais vaincu tant qu'on n'a pas reconnu qu'on était vaincu. Et le manifeste par lequel vous terminez votre livre est justement une sorte de drapeau ou de pancarte en disant il n'est pas trop tard. Au fond, d'ailleurs, il n'est jamais trop tard. Alors, à propos de ce livre, il faut quand même rappeler le titre, c'est IA, illusion d'avenir, les dangers de l'intelligence artificielle. Alors, il est publié aux éditions Marco Pieter. Et vraiment, je pense qu'en plus, il ne coûte que 20 €. Alors, on l'a même descendu à 15 € pour permettre. D'accord. Voilà. Oui. Donc, vraiment, ça serait dommage, parce que là on est en face d'un basculement de société. Tout à fait. Et ça serait vraiment dommage de se priver d'un outil permettant de décrypter ce qui se passe. En tout cas, je vous suis reconnaissant d'être intervenu à ce micro, parce que je crois que ce livre rendra service, et puis ce livre et les autres interventions que vous faites à droite et à gauche qui peuvent aussi contribuer à préserver l'humanité, parce que d'une certaine façon, c'est la nature humaine qui est en jeu. Alors moi, je pense que, et puis nous sommes dimanche, qu'il y a un certain niveau de réponse que l'on peut donner, parce que vous avez posé la question de la définition de l'homme, mais dans la tradition biblique, l'homme est créé à l'image de Dieu. Mais il y a un adversaire. Donc, d'une certaine façon, on peut dire qu'il y a dans le développement de l'intelligence artificielle, on peut discerner que l'adversaire est à l'œuvre, parce que tout ce qui défigure l'homme va dans le sens de son plan. Mais le plan de Satan, pour des raisons théologiques évidentes, fait partie du plan de Dieu. Donc je pense que nous pouvons être optimistes en disant que l'homme survivra à la machine. De toute façon, la machine ne peut vivre qu'avec l'homme. Il y a beaucoup d'illusions dans la machine. Quelques annonces pour terminer cette émission, et juste un colloque qui se tiendra, on s'y prend en avance, le 28 février de l'année prochaine à Paris, sur les questions du centenaire. Donc c'est un colloque qui est organisé à la fois par un comité du centenaire de 1926 et par le CEP. Vous trouverez tous les éléments sur le site du CEP sur un double sujet dont les effets se font sentir aujourd'hui, c'est-à-dire la condamnation de l'action française et le soulèvement des Christéros. Donc je renvoie à ceux qui seraient intéressés, d'autant plus qu'il y aura au mois d'avril, dans la foulée de ce colloque, un voyage pèlerinage au Mexique sur les pas des Christéros. Alors, chers auditeurs, quelques rappels utiles concernant les adresses. Alors, pour vous abonner au Cahier Saint-Raphaël, qui est la revue de l'ACIM, l'Association catholique des infirmières, médecins et professionnels de la santé, vous pouvez envoyer un chèque de 25 € à l'ACIM, 2 route d'Équillan, 62 360 à Saint-Étienne-au-Mont, ou par téléphone, les appeler au 03 21 10 52 11. Également, pour vous abonner à la revue Le CEP, d'ailleurs, il y a une recension du livre de Emmanuel Darle dans le dernier numéro. Vous
pouvez envoyer un chèque de 35 € au CEP SIDEX 811, 16 rue d'Auxerre, 89 460 à Bazarnes. Ou alors sur le site internet du CEP, le-cep.org, ou par téléphone au 03 86 31 94 36. À propos du CEP, je compléterai en disant que le colloque qui s'est tenu le 28 septembre à Orsay a été filmé et on trouvera sur le site, mais très prochainement, en libre accès, la totalité des vidéos, des conférences qui ont été prononcées. Voilà. Et donc, je dis à tous les auditeurs, bon dimanche et à bientôt le mois prochain.